Et moi, venant de YouTube, c'était ça que j'avais envie de faire. C'est une sorte de YouTube de l'écrit, en disant on va essayer de trouver les contenus les plus pertinents, les plus intéressants, selon ce qui nous semble être intéressant, selon ton historique de navigation, tes goûts, des choses qu'on observe et qui nous paraissent intéressantes. Pas de ligne éditoriale, parce que c'est pas un média, donc on essaie de mettre toute la diversité possible en avant. Et ce qui nous semble intéressant, c'est l'innovation. À partir du moment où quelqu'un a un propos innovant, on va le mettre en avant. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'accueille cette semaine Adrien Labastide. Adrien, bonjour. Bonjour François. Adrien, tu es cofondateur de Kessel aux côtés de Laure Goudiard, puisque j'ai dit cofondateur, qui est une communauté d'auteurs, d'autrices et un agrégateur de newsletters. Est-ce que en 3-4 mots, c'est ça Kessel ? Ouais, c'est ça. C'est une plateforme de l'écrit, une plateforme de newsletter. Bon, et donc on va parler aujourd'hui justement d'écrit et de newsletter. Pour ceux qui ne te connaissent pas, alors j'invite, puisqu'il y a mon associé Mathieu qui a fait un super épisode de Génération Do It Yourself avec toi. Donc si on veut en découvrir plus sur toi, on peut aller écouter cet épisode. T'as eu des bons retours sur cet épisode d'ailleurs ? Oui, vous avez beaucoup d'audience. Ouais. Alors Mathieu a beaucoup d'audience. J'ai une belle audience aussi, mais on n'est pas sur le même marché, on va dire, le même secteur. Mais ouais, donc t'as eu des retours, c'était rigolo. Ouais, vous faites une très belle pub aux gens que vous recevez, ouais. Ouais. Après, voilà, il faut avoir un truc aussi intéressant à dire, etc. Mais effectivement, ouais, quand tu passes sur Génération Do It Yourself, ça fait une belle pub. Et donc, t'es passé chez lui, non pas pour Kessel, pas encore. Enfin, j'espère que tu passeras plus tard pour parler de Kessel, mais c'est parce que tu as été fondateur de Golden Moustache, qui était la première marque de comédie en ligne en France, créée en 2012, sur laquelle peut-être tu pourras revenir, parce que dans les médias, on en a quand même pas mal parlé de Golden Moustache. C'était quand même une sacrée belle expérience, j'imagine pas peut-être le pic un peu de ta carrière jusqu'à présent, la grosse réussite. Enfin, peut-être toi, tu considères peut-être pas ça comme le pic de ta carrière. Je garde un très très bon souvenir. On a vraiment bien rigolé, mais j'avais fait des choses avant aussi que j'aime bien et depuis. Ouais, mais tu vois, il y a toujours un peu ce truc dans la perception, un peu d'un truc qui c'est le mec, c'est le fondateur de Golden Moustache, qui pour le marché fait un peu écho, quoi. Mais aujourd'hui, on va surtout parler évidemment de Kessel. On passe toujours la carte d'identité. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, alors nous dire d'abord quand ça a été créé, Kessel ? Ça a été créé il y a un peu plus d'1 an. On se connaissait avec Laure depuis pas mal d'années. Laure Goudiard, donc je dis ça. Laure Goudiard. Et en fait, elle avait quitté Microsoft. Moi, je commençais à travailler sur le sujet. Et puis, elle était en train de déjeuner avec ma femme. Et elle dit à un moment, j'aimerais bien rejoindre une start-up, peut-être quelque chose dans le domaine de la culture. Et donc, à ce moment-là, je me suis rapproché de ma femme et de Laure, et je lui ai dit, écoute, moi j'ai un projet, est-ce que ça peut t'intéresser ? Et au début, elle m'a dit, écoute, je vais t'aider comme ça, et puis si ça... On verra ce que ça donne, quoi. Voilà, et puis au bout d'un moment, on s'est dit, ouais, c'est une idée sympa à faire ensemble. Et donc, on a levé des fonds en mai dernier. On a sorti une première bêta en juin, et puis en septembre, on avait vraiment un truc un peu plus solide qu'on a commencé à communiquer. Et on a fait un lancement en novembre, donc c'est assez récent tout ça. C'est vraiment une histoire récente, mais c'est pour ça, c'est justement intéressant de voir un peu tout ça. Vous êtes combien ? Vous êtes évidemment, vous avez fait une levée. Il y a combien de personnes maintenant que ça vous a permis de recruter ? Il y a combien de personnes dans l'équipe de Kessel ? Alors la levée sert essentiellement à la partie tech, ouais. Au développement. Il y a une équipe de 5 développeurs. Et puis, on est 2 avec Julien Chavannes, qui est l'ancien rédacteur en chef de Néon, à parler avec les auteurs et les autrices. Laure, elle s'occupe plus du produit et de la partie tech. Et puis, on a quelqu'un qui s'occupe du social media, quoi. Et toi, tu t'occupes de quoi, alors ? Alors moi, je passe ma journée à vendre Kessel, ouais. Soit à des investisseurs, bon ça c'est fait, soit j'en fais la promotion auprès des auteurs et des autrices, qui est un peu
mon obsession. Soit j'en parle, comme on est en train de le faire. Comment faire là, en ce moment. Et puis, je commence à regarder Alors, je vais peut-être dire ce que c'est en quelques mots pour exactement, parce que la suite de la phrase. Tu as bien raison, et je pense savoir de quoi tu voulais parler, mais on reste effectivement... parce que j'allais parler sur les objectifs de Kessel, mais est-ce que tu veux représenter la genèse de Kessel avant même ta rencontre? C'était quoi l'idée et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que Kessel? Une bonne question en fait, parce qu'effectivement il y a un écart. Donc moi je voulais lancer un média il y a 1 an et demi, et je me suis dit, j'ai commencé par me dire qu'est-ce qu'il y a comme modèle économique qui peut fonctionner aujourd'hui. Donc je me suis dit, dans la vidéo, il y a un peu de monde. Une certaine maturité quand même maintenant. Ouais, tu vois, c'est très très gros. Donc je pense que malheureusement ça va être compliqué de faire son trou. Même, j'avais pensé à des marques de niche, tu vois, tu dis je fais un truc spécialisé dans les mangas, enfin... C'est quand même très très saturé comme environnement concurrentiel. Le son, ça vous connaissez. Et c'est pareil, on sent, il y a un article paru là il y a quelques jours, on sent aussi qu'on atteint peut-être un peu de maturité aussi. Mais il y a quand même pas mal de choses à faire quand même encore. Mais du coup, vous êtes au pic dans les podcasts ou c'est... Non, en fait, ce que disait l'article, c'est qu'il y a moins de nouveaux podcasts qui sortent. D'accord. Tu vois, je pense qu'en fait, l'offre, il y a quand même un peu à un moment donné ce truc de dire tiens, on va faire un podcast, tout le monde va faire un podcast, toutes les marques veulent faire des podcasts, et il y a des super projets et il en reste, on en fait pour des marques et c'est très cool, mais ça y est, il y a l'offre, et je pense qu'elle est installée, et cette frénésie de démarrer, de produire des podcasts, elle ralentit. Il y a une barrière, enfin je sais qu'on va parler de ça, mais il y a une barrière à l'entrée, tu penses, si un nouvel acteur veut se lancer Non, il n'y a pas de barrière financière, ça coûte assez peu de produire, c'est juste derrière, tu lances un podcast pour faire son trou, entre guillemets, pour avoir de l'audience, installer un rendez-vous, c'est beaucoup plus compliqué, parce que l'attention des gens, elle n'est pas illimitée, donc pour que ça marche en termes d'audience et qu'avoir de l'impact, c'est là, je pense que c'est pas évident. Et dans les médias, tu vois, on a vu beaucoup ont lancé, mais pour que ça ait du succès, il faut refaire 1 saison, 2 saisons, 3 saisons, c'est pas évident en fait. Et donc les gens, il y a des gros noms dans les podcasts. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu ça le problème. C'est lancer un podcast et rencontrer son audience, c'est beaucoup plus difficile. Parce que moi, il m'arrive de réfléchir comme ça, en me disant, en fait, finalement, tu es en concurrence avec une autre forme de divertissement ou une autre habitude bien sûr. dans l'esprit des gens. C'est l'économie de l'attention. Le soir, tu as peut-être envie de regarder du streaming. Quand tu fais un jogging, peut-être un podcast, ou quand tu cuisines. Ouais. Et donc, il y a du monde. Ouais. Et je me suis dit, alors qu'est-ce qui reste? Il reste l'écrit. Et moi, ça m'intéressait à plusieurs titres. D'abord, c'est ma passion. C'est ce que je fais quand j'ai rien à faire. Je lis, j'écris. Deux, je trouve que c'est particulièrement intéressant dans le monde actuel. Je pense que ça fait un peu tarte à la crème, mais je trouve le monde très complexe. Je trouve que dans le domaine de l'écologie, de la santé, de la monnaie, il y a tellement dans la tech, il y a tellement de choses nouvelles, difficiles à appréhender, que il me semble que l'écrit est un bon média pour appréhender une forme de complexité. Le son aussi d'ailleurs, mais la vidéo pour le coup un peu moins. Et donc l'écrit permet en fait de laisser une place à la personne qui lit pour lui-même se forger une opinion, réfléchir. Pour moi, c'est un peu le média quand même de l'analyse. Ouais. Et puis ça reste. J'essaie de réfléchir parce que je crois que c'est sur France Inter que j'écoutais un écrivain, mais qui disait le poids d'un livre, le poids de l'écrit. Effectivement, les paroles, elles s'envolent quelque part. C'est instantané. L'écrit, c'est un peu plus d'analyse. T'as raison. Je trouve qu'il y a un truc beaucoup plus fort et posé, en tout cas, et ça permet peut-être mieux d'apprendre la complexité. Il y avait un truc que j'ai vu dans une présentation de Planner Strat. Alors c'est toujours des grandes phrases, mais parfois ils ont des éclairs de génie. Ouais, vraiment, dans l'expression synthétique des choses. Il y avait marqué New York Times, Truth, CNN Live, Fox News Alternative. C'est pas mal. Et puis moi, je me suis dit, c'est vrai, il y a quelque chose dans l'écrit, c'est l'espèce de profondeur, quoi. C'est ton rêve, je pense, en tant que annonceur, en tant que tribun, en tant que... Quelle que soit la personne qui a envie de faire passer un message, c'est finalement quelqu'un lise un livre de 2 heures, se fasse une opinion et se dise effectivement ça m'intéresse là. Et je me suis dit en fait la newsletter c'est peut-être la forme la plus facile à appréhender dans l'écrit. C'était dans ma tête l'équivalent des vidéos courtes au début de YouTube versus les formats longs, tu vois. Ouais. Et que tu commences par quelque chose qui arrive dans ta boîte mail, donc sur ton téléphone, et ça correspond donc à un moment. Tu vois, tu as ce moment de jogging, le moment... Ouais, clairement. Mais il y a le moment, tu vois, j'ouvre mes mails. Tu décides, voilà. C'est toi, chacun a son propre moment, mais tu...
Et puis il y a un côté, je trouve, amusant intellectuellement, c'est comme c'est long, 2000 signes, 3000 signes, mais non, c'est quand même très court, donc il faut extrêmement structurer ta pensée si tu veux que dans les 200, 300 mails, 1000 mails que tu vas recevoir par jour, il y en ait un que tu attendes, que tu as envie de lire et que tu descendes jusqu'au bout. Ouais. Dernière chose, je trouvais ça... j'aime pas trop les réseaux sociaux. Pas fan de Facebook. Il y a des trucs que j'aimais bien chez Twitter, que j'aime moins, etc. Et je me disais, peut-être c'est une alternative intéressante de communication. Genre, t'aimes pas les réseaux sociaux parce que quoi, t'en as une espèce d'overdose, t'en as trop fait, ou t'as jamais été fan et t'aimes pas ce côté un peu fake, mise en scène ou... Probablement toutes ces raisons à la fois. Ouais. Que j'en suis hyper addict, je perds un temps considérable à regarder des trucs, je sais pas pourquoi, et je me réveille 2 heures après. 2, je trouve que ça simplifie, ça polarise vachement un certain nombre de débats. Et c'est vrai que je rêve, moi, de conversations intelligentes, apaisées entre gens qui s'écoutent et qui se comprennent, quoi. Ouais. Et donc je me dis, bon, bah, Twitter aujourd'hui, c'est peut-être tout à fait ça. Litot, et j'ai pas trouvé de... Et je trouve que LinkedIn devient... alors moi, j'utilise beaucoup pour vendre mon truc, mais je trouve que ça devient un peu faux, quoi. Les gens sont exceptionnellement sympathiques et bienveillants tout le temps. La vie me paraît pas exactement comme ça, quoi. Non, donc ça manque d'authenticité et de... Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est de la mise en scène. Hein. Ouais. Oui, je fais pas des grandes découvertes là, mais mais t'as raison. En tout cas, tu expliques un peu son cheminement, quoi, de pourquoi t'as éliminé différentes formes de médias, etc., quoi. Et donc je me dis, bon, bah, je vais appeler quelques copains à droite à gauche qui surveillent le monde des médias, et je leur ai demandé qu'est-ce qui marche vraiment bien en ce moment, c'est quoi les tendances? Ouais. Et alors ils m'ont tous dit les mêmes trucs, en fait. Soit ils disaient Axios, soit ils disaient Substack. Et donc, quand il y a 20 personnes qui vous disent ça... Tu dis qu'il se passe un truc. Ouais. Alors Axios, je sais pas si ça vaut le coup d'expliquer pour tes auditeurs, auditrices ce que c'est. C'est un média assez récent qui fonctionne... Américain, qui fonctionne essentiellement avec des newsletters vachement bien faits. Et ils ont un truc... Prisme assez local. Ouais. Et puis ils ont un truc de structuration de la pensée, de l'information qui est vachement... Bon, bullet point, pourquoi c'est important, est-ce qu'il faut retenir, etc. Ouais, une sorte de mode d'emploi de quand tu prends la parole, faire en sorte qu'on puisse t'écouter, parce que c'est compréhensible, quoi. Et moi, j'adore ce truc. C'est une tuerie. J'ai l'application, on en parle assez souvent chez Mediarama, mais c'est effectivement un très beau modèle, une belle réussite. Donc tu regardes à ce moment-là, tu te dis, voilà, Axios, Substack... Et je me dis, est-ce qu'il y a un truc équivalent en France ? Je voulais écrire un article en fait à un moment et je savais pas où le mettre. Et mes potes m'ont dit, bah, mets-le sur Instagram. Je crois que c'était pas forcément l'endroit, c'était un Medium. peu court. Medium, j'avais l'impression que ça bougeait plus tant que ça. J'étais pas sûr qu'il y ait des gens. Je pense que ça ne bouge plus tant que ça. J'en sais. Non. C'est pas trop. Ça me paraît toujours. On y poste nous un peu chez Cosa Vostra. Je vais pas dire que c'est statutaire, mais bon, voilà, c'est la plateforme un peu. Quand même connue, importante, où tu peux poster une tribune un peu neutre, tu vois, c'est pas LinkedIn non plus, mais t'as raison, j'ai pas l'impression que ça ait bougé ces 2-3 dernières années, quoi. Et je veux pas en dire du mal du tout, mais c'est vrai que souvent moi, j'appelle des gens qui écrivent sur Medium en leur disant est-ce que ça te dirait de travailler avec nous, ils me disent ouais, bon, moi ils m'ont jamais appelé, c'est la première fois que quelqu'un m'appelle, du coup c'est vrai que pourquoi pas, je regarde. Ouais. Et mais j'aime bien Medium, je trouve que l'UX c'est cool. Ah, l'UX c'est classe, terrible, bien sûr. Ouais. Bien sûr, t'as un confort de lecture, c'est très sobre, c'est clean. C'est vachement bien. Et donc je me suis dit, est-ce qu'il y a de la place pour faire un mélange de tout ça, tu vois, une plateforme de l'écrit en France ? Et c'est ça le pari. C'était ça au départ qu'on est en train de vivre, quoi. Ouais. Écoute, cool, donc on va y revenir. Donc tes objectifs là aujourd'hui sur Kcell, non pas chiffrés, mais plus de positionnement. Tu as parlé de Substack, c'est tu veux concurrencer Substack avec le Substack français ? Non, alors nous les objectifs, c'est pas qu'on a une courte vue, mais tu vois, on est comme toutes les startups, on regarde ce qui se passe le mois d'après, à 3 mois, il y a 6 mois, tu vois, et après tu sais que ça change quoi qu'il arrive. Ouais. On a un objectif déjà qualitatif. Je pense que tu n'as encore jamais reçu une newsletter d'un pote te disant tiens, lis-le, c'est fabuleux, tiens, c'est sur Kcell. Donc, non, pas encore. Donc moi, t'aimerais ça, quoi. Ouais, moi je voudrais susciter ça. Je trouve que de la même manière dont on vient de parler de Medium, mais sans dire que ça va pas bouger. Mais c'est ça, en tout cas, se dire ouais, j'ai lu ça sur Kcell. Ouais, et du coup, je trouve on fait un travail de fond avec Julien notamment pour se dire qu'est-ce qui n'est pas écrit pour l'instant, facile à trouver sur Internet, que
ChatGPT pourrait pas faire tout seul, c'est un de nos critères. Et donc on voudrait et on essaye de susciter un contenu alternatif, intéressant, puissant. Ouais. Puis souvent les business autour des médias, ils marchent quand il y a un blockbuster, quoi. Ouais. C'est sûr, il faut un truc qui... Donc là, on a énormément de choses hyper qualitatives et j'aimerais bien... moi, j'attends un hit. D'accord. Pour l'avoir déjà vécu, ça change en général tout, quoi. Ça change tout. Là, forcément, on parle déjà bien de Kessel, mais c'est pas très grave. Je voudrais juste rester un peu sur la carte d'identité. Donc là, aujourd'hui, Kessel est live. Le modèle de revenu, c'est à la Substack. On est en auteur, on vient, on inscrit sa newsletter, et si elle est payante, vous prenez un fee, un partage de revenus. Exactement. On prend 10% sur l'abonnement payant mis en place par l'auteur ou l'autrice. Et puis là, on va compléter, parce que les gens tout simplement le demandent, en allant chercher des sponsors pour ceux qui n'ont pas envie d'être en mode abonnement payant, ou les deux. C'est-à-dire avoir payant et gratuit, financé en partie par la publicité. D'accord. Et là, dans ces cas-là, c'est vous qui gérez la monétisation de la publicité. Là, on le fait, tu vois, très simplement. C'est-à-dire qu'il y a des entrants côté annonceurs. De plus en plus, c'est ça surtout qui nous a mis la puce à l'oreille. Du côté des créateurs de contenu, il y a la même demande. Donc là, on fait l'intermédiaire, comme une régie, en fait. Comme une régie, exactement. Je reviens, en fait, qu'on parlait de médias, mais je pense que l'exemple est quand même assez intéressant. Est-ce que pour toi, Kessel, c'est une communauté d'auteurs, voire vous êtes un média, etc., ou une plateforme à la Substack? Parce qu'en fait, Substack, personne ne me dira, tiens, j'ai lu ça sur Substack. Substack, pour moi, c'est un outil, tu vois, à disposition. En fait, je suis abonné à une newsletter, peu importe qu'elle soit en fait propulsée par Substack ou n'importe autre outil. Pour toi, c'est autre chose qu'Essel ou c'est un Substack? Non, justement, c'est là, je pense que c'est important de... C'est vraiment la différence principale, c'est que nous, on veut avoir une activité de plateforme média. Donc, pas comme Substack. Donc, un réflexe, je peux aller sur Kessel pour lire des contenus. Exactement. Donc, la marque Kessel est importante et tu veux qu'elle résonne. Et enfin, en tout cas, qu'on se dise, tiens, j'ai du temps, je peux aller une fois par semaine, aller sur Kessel, découvrir des articles et donc une ligne éditoriale. Non, alors si je faisais un parallèle, tu vois, un parallèle prétentieux d'ailleurs, tu dirais Substack, c'est comme Vimeo, c'est un meilleur outil dans la vidéo de publication de tes contenus, mais tu vas pas sur Vimeo, enfin rarement je pense, chercher des trucs. Mais tu sais que si tu veux publier ta dernière pub, par exemple, ton producteur, tu vas la mettre là-bas. En revanche, tu vas sur YouTube, découvrir des trucs. Et moi, venant de YouTube, c'était ça que j'avais envie de faire. C'est une sorte de YouTube de l'écrit, en disant, on va essayer de trouver les contenus les plus pertinents, les plus intéressants, selon ce qui nous semble être intéressant, selon ton historique de navigation, tes goûts, des choses qu'on observe et qui nous paraissent intéressantes. Pas de ligne éditoriale, parce que c'est pas un média, donc on n'est pas de droite, on n'est pas de gauche, on pense pas un truc ou son contraire, on pense un truc et son contraire, donc on essaie de mettre toute la diversité possible en avant. En revanche, c'est vrai qu'on a l'occasion, nous, de mettre un peu des trucs en avant sur les réseaux sociaux ou en homepage, par exemple, et ce qui nous semble intéressant, c'est l'innovation. Donc, à partir du moment où quelqu'un a un propos innovant, on va le mettre en avant. Qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il raconte. Mais moi, j'ai un sentiment, et ça c'est une conviction personnelle, c'est que c'est compliqué de comprendre en vrai le métaverse, l'ARN messager. Il y a des choses qui sont devenues le droit de la concurrence à Bruxelles, il y a des choses qui sont devenues complexes et qui sont importantes. Et donc, si tu n'as pas des outils pour décoder ça, des outils faciles, ça peut potentiellement poser un problème de compréhension du monde, d'enjeu démocratique. Ouais, il y a un enjeu démocratique. Et ça, tu t'inscris un peu là-dedans, de se dire, voilà, comment on peut aider, alors sans avoir sélectionné des sujets, mais c'est ce que vous essayez de trouver comme auteur, comme newsletter, plutôt des gens qui vont expliquer la complexité du monde ou experts sur un sujet en mode vulgarisation. Exactement, qui vont se confronter à des trucs balèzes à comprendre, que ça soit des choses intimes sur la sexualité par exemple, ou des choses beaucoup moins intimes et beaucoup plus technologiques. C'est ça qui nous anime. Et donc on va chercher des gens et on leur les appelle en disant écoute, ce que tu viens de raconter hier sur l'urbanisme, on trouve ça passionnant et on trouve ça passionnant que tu arrives à le raconter de manière aussi simple. Et ça je le comprends et je trouve ça très cool. Ça veut dire que mais ça peut, par ailleurs, vous prenez n'importe quel auteur qui dit demain, moi, tiens, je suis un romancier, je veux faire des newsletters, ou non, vraiment, vous aimeriez que Kessel soit la plateforme de vulgarisation du monde par des experts, quel que soit le sujet. Est-ce qu'il y a un peu cette ligne quand même de se dire, on est dans l'explication du monde ? Alors, il y a des gens qui écrivent des nouvelles, des romans, il y a de la poésie, il y a beaucoup de poésie. Donc c'est très très ouvert comme spectre. Nous, après, ce qu'on choisit de mettre en avant, c'est des choses... Là, c'est plus sur les mises en avant, toi, dont tu parles.
Ceci dit, je trouve que dans la poésie, il y a une manière de comprendre le monde. Non, mais c'est vrai, parfois de manière très très synthétique, justement. Voilà, c'est ça qui nous anime. Qui vous anime. Quel intérêt pour un auteur, une autrice de rejoindre Kessel ? Alors, il y en a deux. D'abord, il y a un outil qui marche très bien. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait trouver ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'il y a d'autres... Moi, j'aime pas trop citer les concurrents, c'est par nature, mais si quelqu'un cherche, il peut en trouver. Il y en a. On a cité Substack. Après, ça marche aussi pour des Européens. Ouais, il y a un truc qui est très bien aussi, c'est Ghost, qui en plus c'est un truc non-profit et tout. Alors après, il y en a... Donc il y a un outil de publication. Il y a un outil de publication. Nous, il a l'avantage d'être très simple. Ghost, par exemple, il faut être un peu... un peu geek. Ouais, un peu. Ou avoir 20-30 000 balles à dépenser en dev pour setuper correctement sa newsletter. Là, quand tu dis que c'est simple, c'est vraiment simple. C'est-à-dire que c'est en quelques clics. Ah ouais, c'est hyper simple. Je mets mon logo, le nom de ma newsletter. J'upload éventuellement un fichier Excel de prospects ou de gens qui sont déjà abonnés parce que je viens d'une autre plateforme. Ouais, des CSV. Alors, il faut gérer la RGPD derrière. Donc, s'ils n'ont pas d'accord sur le truc, il faut envoyer une invite. Mais c'est très simple. C'est très simple parce qu'on se dit d'abord, la principale pulsion, c'est écrire. Tu as envie d'écrire un truc, il faut que ça sorte. Oui. Ensuite, ça, c'est la base. Et sur cette base-là, on a une deuxième couche qui est maintenant, on ne va pas te laisser seul avec ton contenu. On va faire en sorte que tu trouves une audience. Donc, soit on le fait à travers des trucs qui sont de l'ordre du produit. C'est-à-dire qu'on va te mettre en avant sur la homepage, on va te mettre en avant, tu vois, par des recommandations qu'on est en train de développer. Enfin, plein de choses qui vont faire que ta newsletter va être exposée à des gens que ça peut intéresser. On va le faire avec des moyens humains. On va te mettre en avant sur les réseaux sociaux. On va discuter avec toi en disant qu'est-ce que tu essaies de raconter fondamentalement, qu'est-ce que ça peut intéresser. Donc on le fait vraiment, c'est des échanges. On se voit, on se parle. Vous le faites à la main, vous les appelez, vous les... Ouais. Et puis derrière, la dernière question, c'est... Do things that don't scale. Le fameux qu'on regardait, le YC tout de suite. Et ce que je demandais à François dans la salle, il y a marqué Do things that don't scale. C'est pour ça que je ne comprends pas ce que ça veut dire. Voilà, c'est ça. Tu vois, je pense qu'appeler ces gens, tu peux pas, ça c'est important de le faire. De comprendre leurs besoins au début, des auteurs, les autrices, comment tu peux les aider, ce qu'ils peuvent faire. Je pense que c'est méga important dans une aventure entrepreneuriale, quoi. Et ça, vous le faites, en l'occurrence. On le fait toute la journée. Et alors, c'est pas du tout l'équivalent d'un métier d'une conférence de rédaction, par exemple, parce qu'on ne dit pas tu devrais écrire ça, mais on dit en revanche, si ton but c'est de toucher telle cible, il nous semblerait pertinent, as-tu pensé à, etc. Ouais. Et puis la troisième partie, c'est qu'on te dit ça ne suffit pas, maintenant il faut gagner de l'argent. Donc comment on fait pour gagner de l'argent ? Et là pareil, c'est à la main. Parfois je fais des benchmarks pour certaines personnes en leur disant tes concurrents ils font ça, ils le mettent à tel prix, donc dans ta proposition de valeur tu pourrais mettre ceci, cela, il semble que tu pourrais exposer ça en gratuit mais ça le mettre en payant. Ou là on commence une autre activité qui est d'aller chercher des sponsors. Ouais. Finalement c'est très lié, hein. C'est juste de comprendre pour qui tel contenu a de la valeur. Ouais. Et ça vous le faites pour tout auteur ou autrice, même qui démarre de zéro? Enfin, j'imagine là, tu parles d'un annonceur, enfin, évidemment. Est-ce que ça marche Kessel si l'auteur, il a déjà une communauté et qui vient d'une autre plateforme avec une communauté engagée, ou est-ce que tout le monde peut venir même lancer sa newsletter? Alors tout le monde peut venir. Évidemment, nous, on est obligé d'arbitrer avec le peu de ressources et de temps dont on dispose entre... le potentiel et la qualité. Donc si tu commences de zéro, on aura plutôt tendance à dire, écoute, on a déjà écrit un peu de littérature sur comment développer son audience, tu vois, pour de 0 à 50, de 50 à 100, etc. Et puis si t'es... on se revoit à des temps de passage presque, quelque part. Mais on fait des masterclass de développement d'audience, on les invite. Enfin, c'est vraiment de faire les choses correctement dans la mesure du temps dont on dispose. Et puis autant que tu sois le Mick Jagger de la newsletter, on va prendre peut-être un peu plus de temps à regarder dans les contours ce que tu peux pas faire seul. Parfois, c'est juste, les gens ont besoin de discuter, en fait. Oui, parce que c'est quand même un business où tu es assez seul, puisqu'on parle de newsletter, on le sait, c'est souvent souvent pas que des journalistes, mais c'est un truc que tu fais un peu tout seul. Donc j'imagine que là, avoir un peu un partenaire d'échange, ça doit être hyper intéressant, quoi. C'est vrai, je pense que c'est un des sports les plus solitaires. Ouais. Après, nous, on a créé en plus une communauté d'auteurs et d'autrices qui discutent toute la journée ensemble. Alors, nous, on leur dit juste, on a l'idée de telle fonctionnalité, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, ça, c'est pas dire notre intérêt. Mais entre eux, ça débat de telles ressources dont ils peuvent avoir besoin, une subvention publique, le fait d'être seul, comment trouver une inspiration. Ouais. Là, vous avez à peu près, tu me disais, d'auteurs, autrices actifs, entre 150 et 200. Ouais.
Je le rappelle, vous êtes lancé en septembre dernier, donc c'est déjà important par rapport à tous ceux qui ont créé des comptes, etc. Alors, comment vous les avez sélectionnés, sachant qu'il y en a quand même qu'il y a déjà des noms quelque part, même si c'est éclectique, Claire Fégreux, je sais pas comment tu prononces. Je suis bien grave. Victoire Toyon, Yorick de Mombines. Moi, je dirais Mombim. Bon, voilà, tu vois, c'est ce problème des choses très écrites. Tu sais pas forcément toujours comment les traduire. Il n'y a pas encore de Mick Jagger dans tout ça? Non, je crois pas qu'il ait encore créé ça. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder, il viendra chez vous. Donc ça, vous êtes allé les chercher, ceux-là. Ils sont venus naturellement par le réseau. On appelle beaucoup de gens dont on aime le travail en leur disant est-ce que ça t'intéresserait de faire une newsletter? Il y a ceux qui en font déjà et ceux qui en font pas. Vous essayez de faire que les gens se lancent sur la newsletter, quoi. Ouais, parce qu'en fait, on s'est aperçu que c'était pas... Enfin, quand t'aimes écrire, mais c'est de trouver le temps, le projet, l'angle, une forme de régularité. Il faut arriver à mettre 2-3 jours par mois quand même dans son emploi du temps pour faire ça. Et donc ça demande du temps. Ouais. Donc on fait cette démarche proactive d'aller voir certaines personnes. Il y en a plein qui arrivent naturellement, organiquement, entre 5 et 10 par jour. Et puis on regarde, quand on peut, on contacte. Alors après, c'est des trucs sans fin. Moi, je suis capable à 1h du mat de dire tiens, c'est super, il y a quelqu'un qui a créé une newsletter sur le cinéma asiatique. Je lui écris pour dire que je trouve ça remarquable ce qu'il a fait. Enfin, mais je peux y passer la nuit. Donc, ouais. C'est un peu le piège, ça. Ouais. T'es trop passionné par le truc. Bon, après, c'est le début, j'imagine. Après, il y aura des règles. Ça fait pas un peu partie aussi de l'aventure? Personnellement, c'est ça que j'aime dans les médias. Ce côté un peu presque de sérendipité, où là, tu peux demain parler à des experts dans tout. Tu peux découvrir puis c'est une espèce d'échange. Tu sais, tu crées un bar, au début, il n'y a personne, puis il y a 2 personnes qui viennent, tu as des habitués, puis au bout d'une semaine, tu en as 25, et ça grossit. Ce truc-là, je le trouve extrêmement amusant, en fait. Ouais, ça, je veux bien le croire. Après, effectivement, il faudra quand même mettre des règles, parce que faut voir ton temps, où tu le mets par rapport au business, quoi. C'est ça. Tu vas te rappeler un peu à un moment donné la réalité du business, évidemment. Et c'est des accords d'exclusivité que vous avez avec les auteurs? C'est quoi le type de contrat que vous passez avec eux? Non, il n'y a pas d'exclusivité. C'est-à-dire que les gens possèdent leur contenu. On ne fait pas d'acquisition de contenu. Ils possèdent leur base d'emails. En revanche, on leur dit qu'effectivement, s'ils veulent créer une forme d'excitation et de désir, il y a intérêt à créer de la rareté. Donc si tu dis je suis partout, en fait t'es nulle part. Donc, Ouais, donc vous les incitez fortement, on va dire, pour jouer le jeu, à publier que sur Kessel et pas, qu'on retrouve pas justement sur Medium ou sur LinkedIn ou sur d'autres. On peut, mais si plateformes. tu dis moi je mets sur Kessel un truc à 3 € par mois et que tu le mets gratuitement sur LinkedIn, ouais. Ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué. Va faire ton marketing sur LinkedIn, mais effectivement, quoi. Et alors, la tech, je sais que c'était pas le champion de la tech, mais donc vous avez développé toute la plateforme qui permet, donc depuis la gestion de la copie jusqu'à la diffusion, l'analytics, etc. Ouais, en gros, t'as un éditeur de texte, t'as l'équivalent d'un MailChimp et t'as l'équivalent d'un Memberful pour gérer ta communauté, et puis Stripe. Donc tu mets ces 4 blocs ensemble. Et c'est vous qui faites, alors je suis désolé, c'est techno et peut-être tu sauras pas me répondre, mais tu me le dis, c'est pas grave, mais l'expédition, parce que envoyer des newsletters, c'est un métier ultra compliqué, tu sais, c'est des accords avec les FAI, il faut être whitelisté, etc. Ou est-ce que cette partie-là, vous travaillez avec un prestat juste qui fait le canon à mail? On travaille avec Sendinblue, notamment. Et c'est un énorme sujet parce que je sais pas si ça vaut le coup d'expliquer parce que moi ça me paraît clair maintenant, mais ça l'était pas forcément. Mais après je peux traiter avec. Mais en gros, justement, explique-le avec tes mots, c'est pas grave. C'est là où mon associé va avoir peur, mais en gros, quand t'envoies un email, ce qui compte c'est la qualité de l'émetteur qui envoie ton email. Les FAI, par exemple, ou les Gmail et les Hotmail de ce monde, c'est comme des divideurs de boîtes de nuit qui doivent arriver et qui disent est-ce que t'as une bonne réputation, une bonne répute avant que je te laisse rentrer dans la boîte. Ouais. Et si t'as une répute de merde, on te dit non. Donc ça, c'est vachement important, c'est la délivrabilité. Ouais. Et cette réputation, tu dois y veiller dessus, si tu veux, c'est ton principal actif de marque, je pense quasiment. Donc si par exemple quelqu'un te dit je vais importer 100 000 adresses via un fichier CSV qui a une quinzaine d'années. Un de tes auteurs, par exemple, arrive en disant moi, vous inquiétez pas, j'ai mes abonnés. Tu dis attention, s'il s'appelle avec un prénom très très âgé, tu dis attention. Les règles ont un peu changé. On va regarder. Non, mais on va peut-être tester un petit peu ta base mail d'abord pour qu'il n'y ait pas trop de hard bounce et on va essayer d'avoir une base un peu raffinée quand même parce que ce truc-là est précieux.
Après, le deuxième critère, c'est celui du nombre, le taux d'ouverture, qui n'est pas complètement lié, mais ça, c'est très important. C'est pas du tout média, c'est très tech. Donc ça, c'est notre prio, c'est ça. C'est qu'on te dit, on va te délivrer tes emails. Ouais. Et on va t'aider à faire en sorte que les gens les ouvrent. Et ça, pour le coup, c'est plus édito pour que les gens l'ouvrent. Ouais. C'est le titre, etc. Travailler un peu d'A/B testing, peut-être tester sur un petit échantillon de la base. Je sais qu'il y a pas mal de gens, de médias qui font ça, qui testent sur des échantillons. Puis si ça clique moins bien, ils changent un peu le titre. Alors nous, on n'est pas là, mais on y réfléchit beaucoup. Ouais, je pense que c'est des bonnes fonctionnalités. Ouais. Alors après, c'est bien quand tu as des grosses bases, évidemment, etc. Et peut-être quand tu es sur un truc un peu affinitaire, communauté, c'est un peu moins grave de grappiller 1 ou 2%. Mais bon, sait-on jamais. Et donc, vous travaillez avec Sendinblue là-dessus, en mode partenariat, ils vous aident, ils vous expliquent un peu les bonnes pratiques. On paye, ils sont très bien. Bon, ouais, de toute façon, c'est des Français, Sendinblue. Ouais. C'est important de le dire. Important, hein. Non, mais bien sûr. Donc voilà, c'est un CMS, spécial newsletter, et la gestion de la communauté. Et on peut faire des choses avec sa communauté, justement, via Kessel. Il y a des outils pour eux. Là, on développe une brique d'ici, je pense que ça sera live en prod d'ici 1 mois, qui va permettre en fait de mettre un lien entre la liste d'abonnés et un Discord, un Slack, un outil comme ça, de manière automatique, sans que tu aies besoin de t'embêter à te faire un Excel, tu vois, et à pointer qui a payé, qui a pas payé et tout. Parce que tout le monde nous le demande, donc c'est qu'il doit y avoir un truc. Bah oui, tu vois, je pense que c'est bien. Tout le monde n'est pas appelé à interagir avec sa communauté, mais un Slack, on le voit sur Magma, tu sais, newsletter dont j'ai parlé, qu'on a racheté d'ailleurs sur Orso Media. Le Slack, il est hyper actif. Ouais, nous on est dessus. Il y a quoi? Il y a pas mal de gens. Ouais, il y a plein. Tu vois, je pense que c'est bien. C'est un bon endroit. Ouais. J'ai un de chez Bruno, chez Cosa Vostra, qui est aussi un podcast pour les développeurs. Il faisait Zendev, et lui, il a un Discord et il a une communauté dessus assez active qui décortique un peu les épisodes, etc. Tu vois, donc je pense que c'est des bons outils. Toi, t'as pas ça? Non. Tu le fais pas, pourquoi? C'est une bonne question. Tu ferais une communauté, par exemple, avec les petits jobs dans les médias, les recrutements de talents, c'est... Ouais, alors on le fait un peu ça sur la newsletter, parce qu'on a lancé une newsletter qui paraît tous les mercredis, elle est arrivée ce matin, où on fait un job board. Et c'est vrai que ça clique bien. Ouais. Les gens sont intéressés par les offres d'emploi, etc. C'est des choses qui marchent bien. Mais non, je pense que c'est des choses qui sont dans les cartons. Comment on peut avoir la communauté de Mediarama, le podcast, et même assez ouvert quelque part, peut-être sur un Slack ou un Discord, c'est dans les cartons. Mais bon, c'est comme tout, comme toi, il y a plein de sujets, il y a le quotidien, c'est en plus du boulot de ce qu'on fait sur Cosa Vostra, donc c'est pas toujours évident. Et puis après, il y a aussi se dire, est-ce que ça va prendre tout de suite? Si tu fais tout ça et qu'il n'y a personne... Ouais, c'est du boulot. Hein. C'est du boulot. Hein. Ça s'anime une communauté, tu vois. C'est en plus de la rédaction, en plus de l'écriture, tout. Donc, Moi, j'ai essayé d'en lancer quelques-unes comme ça. Il y en a une qui a pris, c'est la communauté des auteurs et des autrices de Kessel. Ça marche vraiment. Enfin, tu vois, c'est dynamique. Ils se parlent, c'est des tips, c'est des conseils, c'est sur c'est des blagues. C'est des blagues, Et puis, je me suis dit, tiens, je vais faire la communauté des auteurs, autrices Web3. Il y en a quelques-uns quand même. Ouais. Là, rien. Rien, c'est plat. Rien. Et donc, et puis après, tu peux se rationaliser et tu dis, mais en fait, c'est parce que c'est pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, ils se connaissent pas, il n'y a pas d'intérêt commun, il y a plein de règles. Mais c'est pour rebondir sur ton point, c'est compliqué une communauté. Hein. Oui. Et donc, il faut bien le préparer, et il faut l'animer, donc c'est du temps, c'est des ressources, et donc c'est le truc que facilement tu reportes un peu à plus tard. Mais bon, ceux qui écoutent l'épisode, voilà, j'ai bon espoir quand même de faire des projets dans lesquels vous puissiez vous parler et qu'on puisse se parler un peu plus. Je reviens à toi sur la newsletter. On le disait tout à l'heure, peut-être le pic du podcast. Alors, j'aime pas dire le pic du podcast est passé. Ça sous-entend quand même que... Ouais, et non, c'est pas ça. Je pense plus que c'est un truc de maturité, tu vois. C'est qu'il y a eu un appel d'air, tu vois, où tout le monde y est allé. Puis bon, au bout d'un moment, tu peux pas à l'infini créer du podcast. Je veux dire, il faut que les gens les écoutent, sinon ça sert à rien. Sur la newsletter, tu penses que on en est où? Parce que pareil, il y a eu un appel d'air, la newsletter, on en parle, Substack, il y a des choses en France aussi, dont vous, mais il y en a plein des newsletters, on en parle beaucoup. Tu penses qu'on n'est pas encore arrivé à maturité? Il y a encore plein de choses à faire sur les newsletters? C'est une question vachement difficile. Nous, on regarde en ce moment, pour avoir des chiffres, notamment pour pouvoir étayer le propos au-delà des intuitions qu'on peut avoir. Déjà, il y a un segment du marché média qui est un peu en souffrance, quand même, c'est la presse traditionnelle. Et c'est vrai que si tu fais l'analyse de la chaîne de valeur, tu dis il y a ceux qui fabriquent du contenu, il y a ceux qui l'impriment, ceux qui le distribuent, ceux qui le vendent. Ouais. Ça fait beaucoup de gens qui prennent... Beaucoup d'intermédiaires. Ouais.
Enfin, oui, qui dans la chaîne de valeur, ouais. Donc c'est dur, quoi. C'est dur. Moi, j'adorerais faire un magazine de papier en kiosque. Je trouve ça génial, mais je pense que c'est devenu très, très, très compliqué. Avec en plus un papier à coût qui coûte une fortune, qui augmente. moins de kiosques. Oui, non, donc, de ce point de vue-là, je me dis que si j'étais à la tête, ce qui n'est malheureusement pas le cas, mais d'un grand groupe de presse papier, je commencerais à regarder très sérieusement cette histoire de newsletter, en plus avec les exemples d'Axios, mais il y en a d'autres, hein, Sémaphore, enfin, il y a beaucoup de petites boîtes américaines qui se lancent en newsletter. Je crois que les chiffres de revenus de Morning Brew, par exemple, sont hallucinants. Enfin, ça avait été racheté par Business Insider, Morning Brew. Tu vois, tu as un gros groupe... oui, je regarde. Tu as une bonne régie qui fonctionne bien, par exemple, tu as un bon système de paywall, tu as des bons contenus, tu dis, bon, il y a peut-être un truc à faire quand même. Hein. Moi, ça peut être un exit possible pour Kessel dans quelques années, c'est un gros groupe de presse en se disant... parce qu'en fait, ce que cherchent les gros groupes de presse, c'est des niches, des communautés incarnées. Ce que tu es en train de mettre en place, c'est ça. C'est en fait des auteurs assez très incarnés, puisque c'est une personne qui rédige avec spécialiste de son sujet, une communauté active, qui ça se traduirait par le Slack, etc. J'ai l'impression que c'est un peu un truc qui est non seulement dans l'air du temps, mais qui marche bien, tu vois. Nous, on n'est pas encore à ce stade-là mais en tout cas, c'était pour te dire par rapport à ta question, est-ce que ça peut continuer ? Moi, je pense que ça devrait en gros accélérer le mouvement. Ensuite, ce qui est marrant dans les newsletters, c'est que c'est le plus vieil outil Internet, quoi. Il est toujours là, il fonctionne toujours hyper bien, il arrive toujours dans ta boîte mail, il est indépendant des algos qui te distribuent ou qui te distribuent pas, ou peu ou prou. Donc c'est quand même assez intéressant. Et puis, il y a une arrivée massive de créateurs de contenu. Toi, t'en reçois, t'en vois, t'en fais partie, de gens qui ont compris qu'il y a un nouvel écosystème média qui passe par une affirmation de sa personnalité, une capacité à se distribuer sur les réseaux sociaux et une communauté du coup très forte qui se crée autour de quelqu'un. Et donc, tout le temps de lui, mais tu vois, Hugo Travers, par exemple, je trouve que le mec a tout compris aux médias d'aujourd'hui. Quoi. Ouais. Et donc, moi, je m'attends... Ou à Johan Lopez, dont je parle si beaucoup, je reçois, puisqu'en plus, il est sur la newsletter, mais c'est le bon exemple. Ouais. Quelque part. Exactement. Et c'est des gens qui disent, bon, ben voilà, je crée une connexion extrêmement forte avec le public en leur parlant comme ils se parlent entre eux, comme je parle moi-même avec mes propres potes. Ouais. Et je dis les choses simplement. Et donc, et ça, je trouve que c'est assez fort. Et je pense que il va y avoir dans la vidéo, le streaming, il va y avoir ça dans le podcast. Enfin, c'est déjà le cas, encore plus. Probablement dans la newsletter, pour ceux dans le média d'expression, quand ils seront pas bons à l'oral, quand ils aiment pas trop montrer leur tête, bah, c'est écrire. Quoi. Ouais. Et tu penses là que ça peut être... tu vas me répondre oui, mais ça peut être un gros carton parce que tu vois, donc je le rappelais, tu étais fondateur de Golden Moustache, on est là sur de la vidéo, c'est tout de suite des énormes, ça peut être des énormes audiences, etc. Là, on est sur l'écrit. Pour toi, c'est pas forcément de fait plus petit. Est-ce que les jeunes y vont, etc. Ou est-ce que c'est différent? Je sais pas si ma question est très claire, mais est-ce que ça peut être un énorme carton à la Golden Moustache, ou est-ce que de fait, parce qu'on est sur une matière écrite avec des auteurs, des choses un peu plus pointues, ça restera un peu plus niche? Alors, non, c'est... Est-ce que tu penses que Kessel, ça peut être un énorme carton, un énorme truc? Ce qui n'est pas forcément un signe de réussite intellectuelle ou de valeur, hein, tu vois ce que je veux dire. Il ne faut pas forcément être gros pour dire c'est une réussite. Mais moi, je trouve que tu poses plusieurs questions très fortes. La première, moi j'y pense beaucoup, c'est est-ce que les jeunes lisent ? Est-ce qu'ils lisent des livres ? Est-ce qu'ils lisent des magazines ? Est-ce qu'ils lisent des trucs sur Internet ? Et des newsletters, au final. Et des newsletters. Donc apparemment, là on en parlait ce matin avec quelqu'un, ça lit de plus en plus, mais ça lit pas des livres. Et ça lit pas des magazines papier. Donc ça lie à autre chose, et ça veut dire qu'il y a quelque chose à régler de ce côté-là. Ensuite, tu sais, je sais pas que je te dis les bons chiffres, hein, mais je crois qu'aujourd'hui, les critères du succès en édition ont beaucoup baissé. Un blockbuster d'un livre, c'est 20 000 exemplaires. C'est un gros carton. Versus, tu vois, 80 000, 100 000, il y a encore quelques années. Il y a des titres de presse, là, je pense à un magazine en particulier que j'aime bien. Je cite pas parce que je trouve que, comme les chiffres sont pas bons, j'ai pas envie de faire une mauvaise presse, mais je trouve un bon magazine, il tirait à 100 000, aujourd'hui ils sont à 18 000. Donc il y a quand même Et pourtant,
Une fois que tu as dit ça, c'est peut-être pas le nombre d'exemplaires vendus qui fait la valeur même la valeur business de ça. Je parle pas de la valeur intellectuelle, mais la valeur business, parce que il y a des écrits, il y a des analyses, il y a des rapports qui changent beaucoup de choses en termes d'influence. Et donc je crois qu'il va y avoir beaucoup de valeur de ce côté-là, c'est-à-dire les gens qui sont capables de toucher des gens intelligents, influents, et comment tu commences à cider un message. Ce qui est intéressant dans la newsletter, c'est que tu sais qui te lit. Ouais. Donc, on va pas se la péter, mais il y a quelques noms, on est assez fiers un tel, une telle, ils nous lisent. Donc on sait que... Enfin, ils nous lisent, les auteurs et les autrices. Ça a été longtemps un des arguments de Time to Sign Off, tu sais. Ouais. Ils disaient, il y a Macron qui me lit. Notamment, tu vois, c'est ce genre de choses, effectivement, où tu sais qui te lit, c'est important. Tu sais qui ouvre, tu sais qui clique, etc. Donc oui, tu connais bien ton audience, quoi. Ouais, et moi je trouve que Romain de Salle, justement, celui qui fait Time to Sign Off, il a un côté vachement malin dans son approche. Je l'avais lu sur Mediarama, il raconte ça hyper bien, tu vois. Et puis pareil, très incarné, il a compris plein de choses dans la newsletter, quoi. Je trouve, et il vend à des prix, je crois... hyper élevés. Ouais. Parce qu'il a un bon storytelling, parce que c'est très... c'est pas que c'est niche, mais c'est pour le coup, c'est assez homogène, et il connaît bien son audience, elle est assez homogène, et ça plaît à des annonceurs qui cherchent pile cette cible-là, tu vois. Que ce soit CSP+, ou peu importe, en fait. Tant que tu as une audience un peu homogène que tu connais, si tu trouves le bon annonceur en face, c'est banco. Et donc, je me dis, si tu opposes deux choses, un monde traditionnel qui a fait un travail formidable de presse écrite et qui souffre énormément, notamment des GAFA, qui détruisent énormément de valeur. Je pense, c'est pour ça que la question des droits voisins elle est importante. Je pense que tout ça est vraiment très important. Et donc, ça veut dire des bannières que tu vends à des CPM qui sont extrêmement bas. Ouais. Et de l'autre côté, un espace où tu peux communiquer à des gens que tu connais, des choses intelligentes. Moi, je me dis qu'il y a de la valeur là. Alors, ça répond pas à la question est-ce qu'on va faire des blockbusters à la gueule de moustache. Je pense pas. Je pense que ça sera autre chose. Ouais, et ça répond bien à la question. Et je pense que, et je le redis, en termes d'estime, mais voilà, ça n'a rien à voir. Écoute, c'est tout le mal que je vous souhaite en tout cas. Et je pense que nul ne peut prédire ce qui va se passer là-dessus. Parce qu'en fait, on sent quand même que ce marché il bouge énormément. Et je pense que vous n'êtes pas à l'abri d'avoir que ce soit un carton. Tu vois, pour moi, si vous avez quelques blockbuster, même si c'est pas sur des centaines de milliers d'abonnés parce que ça n'existe pas, etc., mais des choses bien établies où les gens ne churnent pas et des auteurs un peu clés, je pense que ça peut intéresser énormément de monde. J'espère. Là, au mois de janvier, on était à, je sais plus, à 50, 60 000 lecteurs. On est à 110 au mois de février, tu vois. Boum. Plein de gens qui sont arrivés d'un coup, tu vois. Et comment vous faites un peu est-ce que tu as levé des fonds? Vous faites de l'acquisition, d'audience, de trafic, d'abonnés? C'est le bouche à oreille? Tu saurais expliquer ce boom là que tu as vécu? J'aimerais bien, mais non, en fait, moi je publie des trucs sur LinkedIn en disant voilà ce qu'on veut faire, ce que ça vous intéresse. J'appelle des gens. Sur Instagram, on a des trucs, on fait des trucs plutôt sympas, tu vois, pour dire ce en quoi on croit, etc. Et puis, ouais, je pense que c'est un petit bouche à oreille sympa qui se fait. Et peut-être aussi un peu j'espère en tout cas un peu de zeitgeist, c'est-à-dire l'esprit du temps, quoi. Les gens commencent à se tourner vers ces trucs-là. Moi, ce que j'aime le plus en fait dans le métier là, c'est de voir arriver des collectifs d'auteurs ou d'autrices qui disent voilà, on était la rédaction de tel journal, le truc soit ça nous plaît pas, soit c'était racheté par telle boîte, enfin bref, on a envie de faire autre chose. Est-ce qu'on pourrait créer un média en utilisant votre plateforme? On dit ouais, carrément. En fait, nous on est un distributeur de contenu, on a un paywall, on a un éditeur de texte, vous en servez. Et si on peut aider, on vous aide. Mais je trouve qu'il y a un vrai truc, genre de lancer des petits médias indépendants, des solo médias. Enfin, ça c'est vraiment amusant, quoi. Ouais, c'est clair. Ça me fait rebondir ce que vous avez commencé à annoncer au festival de l'infolettre. Ouais. Un collectif. T'aimerais un peu structurer ce marché? Oui, on s'est réunis avec plusieurs pour dire qu'on voulait faire le groupement des éditeurs et acteurs indépendants de la newsletter. Ouais. Alors nous, on n'est pas éditeurs, donc c'est plutôt acteurs, plateforme. En fait, on se disait de manière assez simple qu'il y a probablement un peu de valorisation à faire de ce média-là. La valorisation, c'est de dire, voilà, on est en train de travailler là-dessus, en fait. On est en train de regarder le niveau de mémorisation de la newsletter, le temps de lecture. Le contexte de lecture. Ça veut dire quoi on est en train de regarder ça? C'est-à-dire qu'on va passer par un institut là, on va commander une étude pour essayer de mettre des chiffres très précis là-dessus. Alors j'espère que ça va pas nous révéler qu'en fait c'est nul, parce que ça serait
Ce sera Noël est cher. Mais en fait, il y a pas mal de raisons. Il y a des indices quand même qui te font penser que... Ouais. Et dire, voilà, ça a le mérite d'exister, c'est intéressant. Est-ce que ça vaut le coup d'être un peu soutenu par des subventions publiques? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un discours publicitaire pour ceux que ça intéresse qui permette de valoriser à un bon prix ces espaces-là? Et puis, globalement, comment est-ce qu'on peut serrer les coudes, s'entraîner entre nous? Voilà. Ouais, bon, donc ça à suivre. Donc, l'acronyme GENI. Mais alors, si tu mets acteur dedans, ça va un peu tout casser le truc, quoi. Ouais, alors si tu mets plateforme, ça fait GEPNI. Et ça fait plus rien dire, là. Ça veut rien dire. Non, mais on suivra ça. Si jamais on peut relayer, si des gens écoutent, en tout cas, on avait reçu des acteurs de newsletter, etc. Ce serait cool. En tout cas, je pense que vous avez raison. C'est un peu... non, peut-être pas émergent, on est un peu à la phase d'après, mais c'est bien un peu de structurer et puis de filer les tips et de se parler en tout cas et de voir comment on peut aider tout ça. C'est comme ça dans le podcast? Oui, et puis il y a eu la création du PIA. Ah oui, vous êtes aussi dans l'acronyme. Ouais, alors nous on n'y est pas, on n'y est pas. Tu sais, chez Orso Média, on est un peu les vilains petits canards parce qu'on est, Okay. on est très orienté business, on n'est pas assez journaliste ou narratif. Ah, il y a une opposition business. Non, alors je l'exagère parce que je veux pas. Tu vois, j'ai reçu Binge, Louis, j'ai reçu tous ces acteurs. Ce sont des gens à qui on partage, mais par rapport aux autres labels de podcast, tu vois, qui se sont souvent, il y a une dimension journalistique, narrative qui est plus forte. Nous, chez Orso Média, on est quand même plutôt sur une thèse B2B, développement perso, finance perso, avec un axe assez business, tu vois. Et donc, c'est pas exactement le même créneau. Donc, Vous faites un business plan à chaque fois que quelqu'un a une idée pour savoir s'il y a un marché, un return. Ça dépend. Tu dérives totalement mon épisode. On est censé parler de Kessel, mais en fait, il y a deux choses. On va chercher des podcasteurs qui sont déjà installés, et puis on va être plus sur un modèle de régie. On va s'occuper de leur monétisation, et après on lance des podcasts qui appartiennent à Orso Média, où là c'est plus un host qui va être payé pour animer le podcast sur des verticales très précises. Par exemple, on a lancé un pour les conseillers en gestion de patrimoine. Donc tu vois, c'est très niche, très communautaire. Mais l'idée, c'est d'être le leader là-dessus et de bien le faire avec un bon contenu qui intéresse et qui très vite intéresse tous les CGP qui écoutent, c'est le podcast référence, et après d'aller le monétiser parce que tu touches tous les CGP. Donc l'idée, c'est ça, c'est est-ce qu'il y a un secteur suffisamment gros, est-ce qu'il y a des annonceurs potentiels qu'on arrive à identifier assez facilement, dont le marché c'est les CGP et qui vendent des outils, des ERP pour les CGP, et que tu sais que forcément eux vont être intéressés par sponsoriser ce type de podcast et puis aller les voir en amont, avant même la production, pour qu'ils sponsorisent une saison, 2 saisons, etc. quoi. C'est un peu ça l'idée. Ouais, ça me semble très malin. Hein. Ouais, c'est assez orienté business, donc ça te plaît évidemment pas forcément à tout le monde, ou en tout cas c'est une thèse, et je pense business-wise, parce qu'il y a quand même un problème de monétisation dans le podcast, hein. Il faut quand même se dire les choses, tu vois. Il y a une consolidation, beaucoup de studios ont été rachetés, ça bouge beaucoup dans ce secteur-là, parce que il y a des succès d'audience, il y a des choses qui sont fantastiques dans le podcast, mais c'est dur de monétiser. Et quand c'est fait, tu vois, je sais pas, tu fais un peu... C'est peut-être là où on digresse pas tant que ça, en fait, François. Peut-être parce qu'on est sur le... Parce que finalement, nous, on se pose la même question. On se dit, une fois que tu as Mathieu Stéphanie, c'est super. Tu peux commencer à cider d'autres gens et tu règles la question de comment tu montes d'une certaine manière. Quoi. Ouais. Et nous, c'est pour ça qu'on a fait une plateforme. C'est pour que ceux qui se lancent avec une newsletter aient une chance à un moment de pouvoir être poussés par un vent plus fort que carrément. leur simple traction, en fait. Carrément. Et c'est ça qu'on avait vu sur YouTube, nous. Tu vois, c'était que tu pouvais partir de très bas, mais à partir du moment où tu commençais à faire de la cross-promo, etc., tu commences à construire un écosystème et les gens bénéficient globalement de cet écosystème. Ouais, et ça marche. Tu vois, clairement, ce cross-promo, on essaie de le faire. J'ai mis en avant des podcasts du label que j'essaye de citer parce qu'en plus c'est du bon contenu, etc. Et je pense que oui, ensemble on est plus fort, et cette espèce d'un peu d'énergie qu'on peut y mettre, ça aide les plus petits à émerger, et c'est plutôt positif. Et effectivement, c'est ce que vous cherchez à faire. Et pour ça, il faut quand même que Kessel soit, on se le disait, soit fort, soit une plateforme, et que les gens aillent sur Kessel. Donc tu as aussi ce double enjeu qu'il y ait des bons auteurs et que Kessel existe par ailleurs, quoi. Absolument. Alors que nous, Orso Média, en tant que tel, c'est vraiment plus le label. Si on revient juste, on doit retenir des enseignements. Peut-être je me mets pour là un auteur, une autrice. Est-ce que tu as, selon toi, alors tu n'es pas forcément
le plus grand expert newsletter, c'est un secteur que tu découvres encore peut-être encore un peu, mais les clés du newsletter réussi, est-ce que tu pourrais retenir, je sais pas, en 2-3 points, est-ce qu'il y a des recettes un peu, peut-être pas magiques, mais pour une newsletter réussie? C'est une question qu'on pose toute la journée aux gens qu'on rencontre. Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc très simple, mais comme parfois les choses simples, à mon avis très juste. Il a dit en fait, c'est un type qui a créé la lettre A. Je t'en parlais tout à l'heure. Ouais, un média référence dans les médias. Et il en a fait plein comme ça. Et il me dit en fait, il faut que tu trouves à chaque fois l'information que tout le monde rêve de connaître et qui n'est pas accessible. Ça, effectivement, ça vaut le coup soit de payer, soit de s'y abonner. L'exclusivité du contenu, quoi. Et donc, je lui disais, d'accord, c'est très bien. Alors, mais par exemple, il me disait, par exemple, j'ai fait un truc dans l'immobilier au départ, et pour les spécialistes de l'immobilier. Et puis, bon, ça vivotait. Et puis, à un moment, j'ai compris que le seul truc qui les intéressait tous, c'était le prix des transacts. Donc, j'ai été voir les gros. Je leur ai dit, vous voulez me donner vos prix? Alors, les gros, ils ont dit, bah non, on est les meilleurs, donc non. Ils se disent, bon, ok, fair enough, je comprends. Du coup, il était voir les plus petits. Il leur a dit, est-ce que vous voulez être prêts à me donner vos prix? Carrément. Donc, ils ont commencé à publier les prix des petits. Et puis, du coup, ça a énervé les gros. C'est un peu comme Formula One sur Netflix. Tu vois, la première saison, c'est pas les plus connus. Et puis, au bout d'un moment, ça commence à démanger Lewis Hamilton qui se dit, bon, bah, moi aussi, je veux en être. Pareil. Et du coup, ça a été un carton. Et donc, ça, c'est, je pense, un premier critère assez important de se dire, c'est quoi les contenus Ouais, qu'est-ce que tu as vraiment envie de savoir, toi, réellement. C'est les ragots, d'autres, c'est bon, bref. Il y a plein de choses. Ensuite, tu as, à mon avis, toujours la même idée qui est, tu es dans un paysage concurrentiel dingue. Donc, tu as très, très, très peu de temps et d'espace visuel pour convaincre. Donc, il faut un titre, une accroche, un chapeau, une structure de dingue, une mise en page, etc. Enfin, tu vois, tu crées un... Ça, tu as dû en faire, j'imagine, plusieurs fois l'expérience, mais plus tu passes de temps à patiner ton objet, à le raffiner, à mettre... de ta patte dans les choses, à travailler les trucs, mais parfois c'est de toutes petites choses. Hein. Et les gens sont sensibles à ça, au temps qu'on passe à leur faire quelque chose de vraiment bien. Quoi. Ouais. Et il y en a qui kiffent justement ces micro-détails-là et qui disent « Ok, j'aime bien cette fille, j'aime bien ce mec parce qu'il fait attention à tel truc. Et donc je je vois le monde de la même manière et donc j'ai envie que ça marche et donc je le partage, etc. » Voilà. C'est des bons enseignements. Écoute, bien travailler ces accroches. Et je trouvais ce qui peut être traduit par des fonctionnalités, de pouvoir tester en A/B testing, etc., des accroches sur des échantillons de sa communauté. Je pense que ça... C'est une bonne idée, ça. Ça peut avoir du sens, quoi. Si ça marche, tu me le diras. Je te donnerai des capitales. Exact, pourquoi pas. Est-ce que je t'ai pas posé une question que tu aurais aimé que je te pose? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur Kessel que tu aimerais absolument faire passer comme message? Non, s'il y a des gens qui ont envie d'essayer un newsletter, en tout cas, qui sachent qu'on va très très bien les accueillir parce qu'on est très très curieux. Il y a encore plein de choses à créer en fait. Et si on est un média, quand on se pose des questions sur un newsletter, on peut te contacter? Carrément. T'es trouvable où sur LinkedIn? Tu disais assez actif. Ouais. Bon, et donc voilà, tu es toujours ouvert à la discussion qui enrichit de toute façon, tu disais. On n'aura pas parlé de Golden Moustache. Est-ce qu'il y avait un truc que tu aurais voulu dire sur Golden Moustache? Alors, est-ce que ça te fait chier justement que je te pose à chaque fois on parle de Golden Moustache? Est-ce que tu as l'impression de te traîner ça ou tu le vois encore comme une super carte de visite qui t'ouvre des portes? Ah non, je trouve ça très sympa. Moi, ce que j'aime le plus, c'est qu'en fait, c'est un peu la même ambiance ici, on était plein, et donc il y a plein d'anciens, on se voit, on se voit encore, il y en a plein qui récitent d'autres trucs et tout, donc c'est une famille assez sympa. Et tu vois encore pas mal de monde, tout ça continue. Ouais, c'est resté très très proche comme truc. Là, la semaine dernière, avec Julie Coudry, qui était la productrice de fiction chez nous, des séries télé, on a gagné le prix du meilleur duo producteur-auteur du film français la semaine dernière. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Carrément. C'est chouette, quoi. Je serais plutôt curieux même moi, j'ai envie de voir des trucs en humour. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis le nez dedans. Je suis plutôt curieux de savoir ce qui se passe, en fait. S'il y avait des trucs bien, tu le verrais, non? Ouais, ou je suis peut-être hors du coup, tu vois. Je sais pas, est-ce qu'on peut être hors du coup? Bref, la phrase hors du coup, Internet, quoi. Ouais, non, mais je sais pas si tu peux être vraiment hors du coup, sauf que encore une fois, pas suivre Internet, tu vois forcément passer un peu les trucs qui marchent.
Mais il y a pas mal de gens qui me disent fais gaffe, qui disent on fait gaffe quand on fait de l'humour, c'est plus compliqué qu'avant parce que machin, etc. Et tout. Et donc, je vois moins de trucs qui me font rigoler récemment, mais c'est parce que je regarde probablement la mauvaise direction, quoi. Peut-être. Ou alors t'es focus sur Kessel. Je suis vieux. Mais après, je pense que non, il y a des choses pour toutes les tranches d'âge. Je crois pas au truc que je suis vieux, tu vois. On n'est pas vieux, t'es jeune. On est jeune, quoi. Plein d'énergie. Ouais. Dernier truc, Adrien, est-ce que t'as un truc cool à nous partager ? Ce que tu veux, un truc que t'as vu. Alors souvent, je prends le temps de donner des exemples de trucs cool qui te laissent le temps de réfléchir à une expo, un livre, un podcast ou une newsletter. Tiens, je peux te tendre un bâton pour Kessel. Est-ce qu'il y a une newsletter vraiment cool qu'il faut absolument découvrir sur Kessel ? Souvent, j'aime pas qu'on parle du produit, mais là, c'est un peu différent. C'est-à-dire que c'est des newsletters, c'est pas toi qui en serais l'auteur. Ouais. Un truc sur Kessel, un truc qui n'est pas du tout sur Kessel. Sur Kessel, je travaille avec quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Olivier Bourdeau. C'est un écrivain qui a écrit notamment, il a écrit 3 romans, mais il est connu pour En attendant Bojangles, qui est un très beau livre. Il y a eu un film avec Romain Duris et Virginie Fira notamment. Il en a vendu, je sais pas combien, plus d'1 million d'exemplaires. Et donc là, il va nous faire probablement l'amitié de faire une newsletter. Donc c'est pas un roman, mais c'est autre chose. Sur un sujet que je vais pas dévoiler parce qu'il aimerait pas. Voilà, on attend. Mais ça, je pense que ça va être. Là, si t'en parles, c'est que c'est officiel, que ça va le faire. Je vais devoir mettre un lien, etc. Quoi. Ouais, alors non, c'est pas vraiment officiel et peut-être que c'est une mauvaise idée d'en parler, mais c'est alors tu forces un peu le destin. C'est une des choses que moi j'attends le plus parce que je trouve qu'il a vraiment un talent assez extraordinaire quoi, avec les mots et donc ça, j'aurais très très envie de le lire. Et dans un truc qui a rien à voir, c'est toujours sympa les conseils de lecture, je trouve. Il y a un copain qui m'a offert un livre qui s'appelle Les Conquérants de l'inutile et qui raconte la vie c'est l'autobiographie de Lionel Terray, qui est un alpiniste qui a traversé notamment la Seconde Guerre mondiale et puis il a fait partie de l'expédition avec Maurice Herzog qui est monté en haut de l'Annapurna. Et c'est vraiment, moi, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait récemment. J'ai trouvé ça extraordinaire, ce livre Une autobiographie. Autobiographie, ouais. C'est un type qui n'est pas intéressé par l'argent. À aucun moment. C'est le fils d'une grande famille bourgeoise industrielle de Grenoble, je crois, et il dit à son père, moi, ça m'intéresse pas. Et l'autre lui dit, mais qu'est-ce que tu passes ton temps à monter en haut des montagnes ? C'est inutile, ça sert à rien. Tu trouveras même pas un billet de 100 balles à arriver en haut. Donc c'est l'inutile, c'est le titre du livre. Les conquérants de l'inutile. Ça finit, c'est que des histoires qui finissent mal, un peu par essence. Et c'est magnifique de courage, de détachement, d'aventure, de camaraderie. C'est vraiment un bonheur. Quoi. Bon, et écoute, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Et c'est vrai que j'y pense forcément avec Golden Moustache. Je reviens juste une seconde sur l'humour. T'as pas réussi, t'as dû rencontrer plein d'auteurs. Il n'y a pas des newsletters drôles à lire ? Vraiment drôles sur de l'humour, je sais pas, des tribunes ou quoi. T'as pas trouvé un auteur bon là-dessus qui te suit sur Kessel ? Je suis toujours pote avec pas mal d'entre eux, donc t'as pas essayé de les convaincre de passer à l'écrit ? C'est difficile, c'est un autre... Non, disons que j'essaie de découvrir un autre truc, de pas choisir ça serait une forme de facilité, un peu de facilité parce que je connais vraiment bien. Ceci étant dit, je discute quand même avec l'un d'entre eux où on se fait la même analyse l'un et l'autre, c'est qu'il n'y a pas de truc satirique. T'es plus jeune que moi, mais tu sais, des guignols, des trucs comme ça, ouais. Ouais, bien sûr. Non, je pense qu'on a à peu près le même âge, mais... Et je trouve que ça manque un tout petit peu. Un truc vraiment marrant. Alors, pas un truc qui fasse sourire, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui font sourire, mais un truc qui te fasse vraiment rigoler. Mais c'est pas évident à l'écrit, hein. C'est pas évident, ouais. C'est vachement dur. Parce qu'en fait, tu dis des guignols, ce qui est marrant, c'est les marionnettes, c'est le ton, c'est les imitations. Visuellement, c'est marrant. Juste marrant. En newsletter, c'est assez difficile. On a quand même commencé à se poser beaucoup de questions sur qu'est-ce que ça pourrait être un truc marrant écrit. Enfin, tu m'arrêtes si je trouve un truc, mais du coup, on commence à faire un travail. On regarde par exemple les vieux bouquins des nuls. Il y a un livre de jeu des nuls qui est hallucinant. Ils avaient fait plein de trucs comme ça. Ouais, en fait, je crois qu'il y en a un qui bossait pour Première ou je sais plus quelle revue de cinéma et qui avait une page à lui où il griffonnait des conneries, tu sais, genre des blagues où t'as une tasse de café renversée sur la page. À la flûte glaciale, c'est ça, ouais. Vraiment, il faisait ça aussi. Et du coup, ça pose aussi la question de l'illustration. Et donc, on se dit, est-ce qu'on serait capable de fabriquer un truc qui fasse marrer les gens tous les jours ? Un truc méga con. Un strip ou je sais pas aussi, tu vois. Ça pourrait être assez cool comme truc.
Mais ça va pas dans le sens de l'hyper personnalisation, hyper méditation, parce que du coup il faudrait une équipe d'auteurs, donc ça coûte cher, donc il faudrait que ça marche vachement bien, donc, tu vois. Exactement, et donc ça défocus un petit peu peut-être du truc de Kessel au départ, mais en tout cas je pense qu'il y aurait la place et ce serait tu vois, je serais curieux d'aller voir forcément et de lire ça. Bon bref, tu manques pas de boulot, tu manques pas d'idées, tu manques pas de projet. Et ben écoute, c'est cool, on va suivre ça. Donc on peut te suivre sur LinkedIn. Kessel, on est auteur, autrice, on peut s'inscrire pour se lancer. Kessel.media. Et allez, je mettrai pareil le lien. Merci beaucoup, Adrien. Merci François, c'était trop sympa. Bah écoute, je pense que ça l'était. En tout cas, j'ai passé un bon moment. J'espère que vous aussi qui avez écouté cet épisode, merci, comme je dis à chaque fois, d'écouter cet épisode. Et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.